m'ont demandé beaucoup. Bonjour à tous. Michel Balouet, je suis effectivement pour le deuxième mandat avec Fougères Agglomération au développement économique à l'emploi. Vous avez parlé d'attractivité. C'est encore plus compliqué pour moi de parler d'attractivité tellement c'est complexe, ça revêt évidemment plein de domaines. Personnellement, je suis maire également d'une commune nouvelle du Fédonquière de 2000 habitants et président du SCOT depuis ce début de mandat. J'ai eu à témoigner il n'y a pas très longtemps du logo LFR, peut-être qu'il y a des représentants des maisons familiales rurales aujourd'hui, et je me suis considéré comme un éternel apprenti. Alors, de compétences sur moi pour avoir tous les saveurs, mais avoir l'envie de les conquérir en tous les cas, oui. Vous évoquez, en ayant parlé du territoire d'apprenants, évidemment de la formation continue, et je me sers d'un vieux triptyque qui était de voir, juger, agir. Évidemment, sans l'action, un territoire reste moribond. Donc, il peut être toujours dans la capacité de voir, de juger et de agir. Et ça, c'est donné, quel que soit le niveau de formation, à chacun d'entre nous. C'est pour bien cadrer cette notion, évidemment, parce que Jean-Baptiste l'a évoqué rapidement, et je remercie pour le travail qu'il a fait dans le cadre du territoire d'apprenants, ainsi que Pierre Rousseau, parce que je reprends ce dossier-là qui était porté par le pays de Fougères auparavant, et avec l'évolution toute récente sur Fougères Agglomération, voilà, les rôles ont été un petit peu répartis et il me revient aujourd'hui le privilège de vous parler. Donc étant établi que effectivement, moi, la formation continue, la notion d'apprenant dure toute une vie, je me plais évidemment à témoigner aujourd'hui pour le pays de Fougères. Je suis né, j'ai été élevé en pays de Fougères, j'ai été éduqué dans le pays de Fougères, formé dans le pays de Fougères, et j'ai mené toute ma carrière dans le pays de Fougères. Évidemment, c'est une histoire avec quelques rebonds. Évidemment, je connais que l'histoire contemporaine, même si on peut se projeter un peu plus loin. Nous sommes sur un territoire des Marches de Bretagne, et comme le disait, je crois que c'est Pierre, nous sommes sur deux communautés de communes, une de 56 000 en agglomération et une communauté de communes de 22 000. Et c'est bien entendu de cet ensemble dont nous parlons aujourd'hui, sur une dynamique industrielle importante, à la fois sur les métiers propres à l'industrie, c'est à peu près 22% des emplois, contre 13% sur la Bretagne, mais également encore beaucoup d'exploitations agricoles. Alors on est loin de Manchol quand il en était à 15 hectares en 1969. On est sur des exploitations beaucoup plus grandes, mais on est encore à 5-6% de la population dans le secteur agricole. Et on peut également pointer, et notamment sur notre communauté voisine, des entreprises laitières, d'abattage, de transformation dans l'agroalimentaire de taille régionale, voire plus, et notamment avec Abera, qui est le 9e abattoir de France. Donc, vous voyez, on est fortement marqué par un territoire d'industrie, à la fois dans l'industrie métallurgique, mais également dans la haute technologie, mais aussi dans la haute technologie, vous en avez parlé tout à l'heure, en termes de 4.0, et cet appel à main-d'œuvre, évidemment, qui demande, et je vais revenir là-dessus, à la fois le geste ancestral et l'intelligence nouvelle embarquée avec le data ou le numérique de façon plus globale. L'industrie, évidemment, a eu une place colossale. Quand je quittais l'école Jeanne d'Arc, rue Jeanne d'Arc, en 1965 et en 69, il y avait plus de 1500 ouvrières qui sortaient des usines et qui encombraient toute la rue. À 11h30, on entendait toutes les sirènes. Et voilà. Et puis, les années 70 ont été très, très difficiles, avec un taux de chômage, une révolution industrielle, évidemment, avec des réimplantations comme Safran qui sont arrivées sur le pays de Fougères, Carl Zeiss et autres entreprises de pointe. Donc, il y a eu une reconversion, évidemment, et je pense que la formation telle que vous l'envisagez et qu'on envisage aujourd'hui, évidemment, les reconversions en formation, ça s'est déjà exercé
depuis quelques décennies ici sur le pays de Fougères. Et on est dans un pays de gens courageux, travailleurs, qui ont besoin de ramener évidemment chaque jour la pitance pour la famille. Donc la diversification, évidemment, qui a commencé dans les années 70-80, s'est poursuivie jusqu'à la fin du XXe siècle, bien évidemment. Au-delà des entreprises dont j'ai cité, il y a encore des entreprises, quelques entreprises du bois, du textile. Le bâtiment se comporte très très bien hein, aux portes de Rennes et un peu sur la Normandie, et pour aller faire des chantiers. Donc on a plutôt un tissu de TPE, PME qui vont faire leur savoir ou porter leur savoir sur les villes comme Rennes, hein, qui connaissent un développement, la ville comme Rennes, qui connaît un développement très important. Préciser également que, parce que c'est l'industrie hein, qui est notre sujet, il y a plus de 4700 emplois dans l'industrie, et qui fait, mine de rien, c'est mon observation, renaître parfois de ses cendres. On a dernièrement une entreprise qui faisait dans la tôlerie fine, eh bien, qui s'appelle Ultima, hein, qui a été repris par une entreprise lavalloise. Et puis, ça a été très difficile hein, dans le cadre d'une vente et puis d'un LBO, et qui se ressaisit très très bien. Donc je me dis, sur une terre fertile, eh bien peut-être qu'on est capable de faire renaître. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Il y a des enjeux pour le futur, hein, et évidemment par la formation. Et c'est là où je voudrais juste intervenir, c'est parce qu'on a un exemple, une entreprise, hein, on a été contacté par deux jeunes qui voulaient, et qui déjà ont monté une entreprise sur Paris et qui sont allés chercher des sous-traitants en Italie pour refaire de la chaussure très haut de gamme. Seulement, ils ont été confrontés à des problèmes de logistique, de fiabilité de retour, etc. Et ce sont des gens qui font appel évidemment à l'intelligence que j'appelle embarquée, mais qui peut être numérique. Hein, et puis, mais n'empêche qu'il leur fallait des gens qui connaissaient les gestes ancestraux de production de la chaussure. Et c'est pas si simple, retourner un cuir, façonner un cuir, coudre un cuir, eh bien, c'est plusieurs métiers. Donc, il y a à la fois l'intelligence du geste et l'intelligence numérique à avoir. Et c'est là où un territoire d'apprenants, avec toute sa souplesse, son agilité, doit trouver à la fois les axes et les supports de formation rapidement. Et Jean-Baptiste s'y emploie très bien, il pourra nous parler de ces quelques expériences. À titre, on a également des soucis. Sur ma commune, il y a une très belle entreprise pharmaceutique, la seule en France qui produit des génériques en poudre pour les hôpitaux hein, de France, d'Europe et de la couronne méditerranéenne. Eh bien, ils ont des grands soucis de main-d'œuvre, notamment dans la maintenance. Et là, c'est une préoccupation qu'on a évidemment dans le cadre du campus et techniquement, je pense qu'on vous en parlera tout à l'heure. Alors, toute cette évolution, eh bien, nous l'avons vécue sur le pays de Fougères. Pour autant, il y a des points forts, il y a le taux de chômage aujourd'hui, vous l'avez tous souligné tout à l'heure, qui est le troisième plus bas de Bretagne. On doit encore avoir et faire des efforts d'attractivité par la formation, la pédagogie, l'explication des métiers, en rendant plus facile le parcours résidentiel. On a un vrai problème et on y travaille. Et ce matin, j'étais en réunion pour créer, je vais l'appeler une maison ou des logements pour des apprenants, et on avance bien sur le dossier. Les mobilités, et je sais de quoi je parle au niveau local, parce que sur notre commune, on a lancé un beau projet sur les mobilités, mais ça reste un dossier à prendre collectivement. Et puis, bien entendu, garder le cap sur, sur l'attractivité, c'est-à-dire faire du développement endogène. Et là, dernièrement, j'ai pris beaucoup de contacts hein, dans le cadre des relations que je peux avoir avec les gens de l'ANSES, la MNV. Hein, c'est-à-dire qu'on a autour d'une zone, là, je ne sais pas combien de chercheurs dans la biologie, la chimie, et en train de mettre toute cette intelligence-là en commun pour faire un pôle d'excellence autour de ces domaines-là. Alors oui,
chers collègues ici réunis aujourd'hui, eh bien, oui, l'intelligence, c'est quelque chose en mouvement, c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Et puis, si on se considère modestement, humblement comme des éternels apprentis, je crois qu'on peut progresser encore ensemble sur un territoire. Et tant que j'aurai un peu de force, eh ben, j'essaierai de la mettre à disposition de Fougères agglomération et plus largement du pays de Fougères. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes. Voilà. Écoutez, moi, je trouve très intéressant, en tout cas, comme introduction, parce que vous avez à la fois cité quand même, si je reprends les valeurs de votre territoire, en fait, ce qui le portait. Alors, vous avez cité le voir, juger, agir. Voilà, ben, il parle quand même beaucoup à un certain nombre de partenaires ici de ce programme, bien sûr, en référence au mouvement de la JAC, bien sûr, voilà, des années 60. Alors, je ne voulais pas la citer, mais je vous félicite d'avoir ce repère. et qui, bien sûr, après a induit à la fois toute une pédagogie du développement. Et je pense qu'on la sent bien aussi dans votre façon de présenter et d'aborder la problématique. Donc, c'est à la fois ces valeurs-là, et puis vous dites un terrain courageux, travailleur, voilà, donc une population, voilà, qui retrousse les manches, voilà, pour s'adapter. Et le deuxième point que j'avais envie de souligner, avant de vous inviter à aller plus loin, c'est finalement que dans ce propos préliminaire, vous nous dites on n'est pas sur une reconversion, on n'est pas sur un changement des compétences, on est sur des compétences qui viennent s'additionner dans l'exemple que vous citez en mettant en rapport une intelligence du geste qui, elle, est ancestrale, et une intelligence numérique qui, elle, par contre, voilà, vient s'adosser. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir en tête, en démarrant ce webinaire, cette complémentarité, en tout cas des deux, pour la réussite. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire, alors bien sûr les témoins qui vont suivre développeront aussi, mais comment finalement l'agglomération, de quelle façon l'agglomération finalement accompagne les entreprises aujourd'hui dans ces changements. Alors j'ai bien entendu, il y a cette question de l'attractivité avec... vous avez évoqué la question du résidentiel, de la mobilité, tout ça, mais peut-être dans des besoins aussi peut-être plus spécifiques autour des compétences dans les entreprises. Qu'est-ce que vous portez, vous accompagnez? Alors, on a, Jean-Baptiste répondra mieux que moi sur les actions très, très ponctuelles. Sur Fougères agglomération, en tous les cas, chacun sait ici, autour de cette table ronde, qu'on a des conventions évidemment avec la région, et qu'on a des dispositifs d'accompagnement à la création d'emplois, création d'entreprises, et d'autres dispositifs à notre disposition sur le territoire. Donc ça, on le fait. On le fait par notre capacité d'accueil. Et votre question plus précise sur la formation, l'accompagnement, on essaye de le faire en lien. Alors, le meilleur exemple, c'est le campus, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau et avec une demande qui était forte sur la maintenance, et ça se met en place avec un consortium qui se met en place au niveau. Peut-être que Jean-Baptiste pourrait mieux répondre que moi, de façon concrète, si on veut rentrer dans le concret, comment on a agi depuis. Je ne sais pas que je veux botter en touche, mais je préfère qu'il y ait une réponse plus circonstanciée à votre question. Voilà, l'idée étant, avant de zoomer sur l'exemple du campus et du Fab Lab, d'avoir une vision d'ensemble, des actions qui sont conduites en termes d'accompagnement des entreprises. L'accompagnement des entreprises, il peut se faire un petit peu sous deux axes. Il y a un premier axe qui est la réponse à une demande. Là, l'entreprise s'implante, par exemple, ou un projet d'extension avec une nouvelle activité d'ampleur, et il s'agit donc de faire monter tout un groupe de salariés, compétences, et former à un métier. Là, on active tout le réseau de ce qu'on appelle le service public de l'emploi pour travailler, pour mobiliser les dispositifs de financement avec la région Bretagne, avec les fonds de Pôle emploi, par exemple.
mettre en place la formation qui correspond à des besoins d'entreprise. Et là, c'est vraiment un accompagnement sur demande. Ensuite, l'accompagnement qui est peut-être un petit peu plus intéressant, ou en tout cas qui est plus proactif, c'est aussi la philosophie du campus. Alors, je ne veux pas déplorer la prise de parole de Michel Pratt, mais on a ici une proposition qui est faite aux entreprises par les inviter à regarder un petit peu à côté, à faire un petit pas de côté et leur soumettre des sujets. On a parlé de la maintenance là plusieurs fois. Donc, par exemple, effectivement, on a cette maintenance du futur, maintenance avancée, maintenance prédictive, des termes qu'on peut entendre un petit peu dans les réseaux industriels, par exemple, et on ne l'a pas forcément mis en application dans les TPE, quoi. Les grands groupes sont très structurés pour mettre en place des plans de standardisation, on va dire, de leur process industriel. Il s'agit aussi pour nous sur le territoire que l'ensemble des entreprises puissent se saisir de nouvelles façons de travailler et d'accompagner du coup leurs salariés sur les compétences nécessaires à cette évolution des métiers. C'est bien beau d'acquérir par exemple du nouveau matériel, mais il s'agit aussi de bien l'utiliser. Ça n'a de sens que s'il est bien utilisé. Et donc c'est assez accompagnement d'entreprise qui se fait un petit peu plus de façon proactive en allant à les entreprises et s'en saisissent celles qui le souhaitent. Okay. Donc deux postures et deux approches qui se complètent, à la fois la réponse à la demande et la proposition d'une offre. Et peut-être ça va faire la transition du coup avec notre deuxième témoin, Michel Pratt, sur le campus des métiers que vous dirigez. Alors peut-être nous présenter dans un premier temps ce campus. Qu'est-ce que c'est que le campus des métiers de Fougères Vitré Industrie? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, donc je m'occupe, je suis la responsable du campus Fougères Vitré Industrie. Alors le campus, c'est une association qui est née, qui est assez récente, puisque en fait, elle est née en 2019, en juillet 2019, et elle compte aujourd'hui différents acteurs. D'ailleurs, qui sont structurés en collège, d'abord des entreprises et des organisations professionnelles. On a 36 entreprises qui sont adhérentes à l'association et des organisations professionnelles comme l'UMM, et bien entendu aussi la CCI, des organismes de formation. En fait, les 10 organismes de formation à vocation industrielle du territoire sont partie prenante de l'association. Des territoires, alors là, vous en avez déjà un exemple avec Fougères Agglomération, mais en fait, et Couesnon Marche de Bretagne, qui a été cité tout à l'heure dans le cadre du pays de Fougères, donc c'était un des autres territoires présents. Et les deux autres sont celui de Vitré Communauté, si on descend un peu vers le sud, et puis de Roche-au-Fay Communauté. Donc en fait, on est présent sur l'arrondissement de Vitré-Fougères et globalement, c'est l'est de l'Ille-et-Vilaine, du nord au sud. Voilà. La région est également adhérente à l'association. Et puis, on a un certain nombre de partenaires qui sont adhérents, dont le Five, qui est présent autour de cette table. Et puis également la MEF, la Maison de l'Emploi et de la Formation, les entreprises de l'emploi et de la formation du pays de Vitré. Et on est toujours ouvert à d'autres adhésions. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Les choses évoluent. Le campus, alors effectivement, là, vous avez déjà évoqué un certain nombre de points. En fait, il s'est créé pourquoi? Il s'est créé pour développer et promouvoir en fait l'industrie et les métiers de l'industrie. Et pour pallier aux difficultés de recrutement que rencontraient en fait, les entreprises de l'industrie du territoire. D'où est partie l'initiative, la demande de la création de cette association?
Alors, moi, je n'étais pas présente à ce moment-là, mais effectivement, il y a une forte, je pense qu'il y a une sollicitation assez forte des élus. Jean-Baptiste pourrait rebondir d'ailleurs parce qu'il était présent, lui, il était là lorsque le campus a été mis sur ses fonds baptismaux. Donc, effectivement, là, il y a une dynamique élue importante, mais qui a été rejointe très rapidement, effectivement, par les entreprises, la CCI, et qui a abouti effectivement à cette naissance en juillet 2019. On est sur des... Est-ce que, comment dirais-je, on est sur une gouvernance en fait qui est assez originale, non, dans le fait qu'à la fois on choisisse le statut associatif, à la fois on réunisse à la fois des collectivités mais aussi des entreprises. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur des formats justement un peu de coopération émergente mais je pense oui, si, c'est clair, on est sur une approche de coopération, mais après, je pense que le Five pourra rebondir aussi sur son histoire, où là aussi, je pense que c'est un territoire où cette coopération, elle fonctionne assez facilement et assez aisément et naturellement, et la proximité effectivement des collectivités territoriales et du monde de l'entreprise est effectivement réelle, quoi. Et votre regard, pourquoi ce territoire est un territoire de coopération plus qu'un autre? Alors, il y a peut-être l'histoire qui joue. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et Michel Baluet l'a fait également. Je sais pas, il y a peut-être un tempérament particulier qui fait que, effectivement, assez naturellement, cette coopération se met en œuvre et fonctionne, et fonctionne bien, effectivement. Mais il y a sûrement, des approches historiques et qui contribuent, et peut-être après aussi quelques réussites qui font que si ça marche, il n'y a pas de raison de s'arrêter en bon chemin et de ne pas continuer en fait sur ces approches. C'est sûr, mais on essaie de comprendre votre territoire parce qu'on aimerait en connaître les recettes pour pouvoir les dupliquer ailleurs. Après, il y a aussi peut-être des tempéraments locaux. C'est vrai que c'est aussi un territoire où il y a un faible taux de chômage. Hein. S'il y a des problématiques d'emploi, c'est aussi lié à ça. Mais c'est vrai que, oui, parce qu'on a des problématiques d'emploi dans un autre sens, de recrutement en fait. On rencontre moins peut-être d'autres territoires. Mais oui, je pense qu'effectivement, c'est un territoire à la fois dynamique et effectivement qui fonctionne bien en coopération. Et du coup, vous évoquiez, je crois associé sur le site de Territoire Apprenant, on reprend aussi un certain nombre d'interviews qui ont précédé ce webinaire, et vous disiez, vous affirmiez que finalement vos missions, vous les résumiez en 3 mots: attirer, former, acculturer. Est-ce que vous pouvez un peu nous Alors effectivement, ça c'est les 3 piliers en fait qui constituent en fait le programme et l'action du campus. Former, c'est assez, en tout cas attirer. Vous avez bien vu que on avait déjà c'est constitutif en fait des objectifs en fait du campus, hein, puisque on est effectivement dans cette logique de promouvoir les métiers de l'industrie. Donc pour promouvoir, et attirer en fait vers ces métiers, ça passe par un certain nombre d'actions qui sont des actions qui tournent autour de l'orientation professionnelle. C'est comment est-ce qu'on peut favoriser l'orientation professionnelle aussi vers ces métiers. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des personnes qui sont en reconversion également puissent être attirées par ces métiers de l'industrie, puisque l'image d'Épinal, en fait, est un peu faussée par rapport à la réalité, même un peu plus souvent que faussée. Et aujourd'hui, effectivement, que ce soit les familles, les parents, les enfants, il y a une image du monde de l'industrie qui est des fois encore un peu... qui peut dater de Charlie Chaplin ou presque, alors que les choses ont beaucoup évolué. Et effectivement, on a déjà une première action, c'est de montrer que effectivement, l'industrie n'est plus celle que l'on peut imaginer, qu'aujourd'hui, vous rentrez dans des usines, elles peuvent être elles sont propres, elles sont
la lumière, et voilà, et les gens travaillent effectivement aussi avec on a parlé d'industrie 4.0 et que le digital est très présent en fait dans l'industrie, et qu'il y a beaucoup de métiers en fait qui sont effectivement des métiers qui vont être particulièrement attractifs. Et donc le campus a une action de promotion des métiers de l'industrie. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à travers différentes actions, hein, d'abord, on est en train de construire un site qu'on appelle d'acquisition et de conversion, c'est-à-dire parce qu'effectivement, le digital reste aussi un point important pour attirer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir attirer les gens sur le site, leur montrer en quoi correspondent ces métiers avec un axe territorial fort. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer ce qui se passe sur le territoire et que les témoignages soient des témoignages de proximité. Mais de faire en sorte qu'on puisse, que les gens ne soient pas juste de passage, mais qu'on puisse effectivement les attirer, qu'on puisse leur donner, enfin qu'on puisse également collecter leur nom et pouvoir les réinviter lors de manifestations ultérieures, ou les orienter, s'ils ont des besoins d'orientation, vers les organismes de formation du territoire qui peuvent leur proposer un certain nombre de formations. Donc là, bien entendu, ça se fait dans un cadre RGPD correct, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir, donc ça, c'est une des premières actions là qui va être mise en œuvre, c'est de pouvoir développer effectivement un site qui permette aux gens voilà, d'être suivis et de pouvoir interagir avec nous et avec les différents acteurs. C'est aussi des événements qui ont lieu sur le territoire pour pouvoir effectivement attirer. Donc, après, il y a tout ce qui est forum, journée portes ouvertes, etc., etc. Mais on a aussi cette partie où on va en fait mettre en place des animations, comme les animations des semaines de l'industrie, voilà, où là, on va présenter en fait à des étudiants, enfin même très largement au public, en fait un parcours industriel, enfin quels sont les différents métiers qui existent dans l'industrie, parce que ces métiers sont vastes, quand on va ça va de la recherche, on va dire, jusqu'au marketing, et donc tous ces métiers sont des métiers de l'industrie. On explique aussi ce que c'est que l'industrie, parce que l'industrie, pour les gens, ça reste des fois un peu c'est pas forcément très clair, mais en fait tous les produits qu'ils ont autour d'eux, en fait, ils sont produits voilà, par des entreprises et des industries. Que ça, du vêtement, en passant par votre ordinateur, voilà, jusqu'à votre assiette, et certains des produits que vous trouvez dans votre assiette, ce sont des produits effectivement industriels. Les entreprises donnent du temps à vos côtés pour être présentes sur tout à fait. Oui, tout à fait. C'est aussi effectivement dans le cadre de l'association, effectivement, les entreprises sont présentes, sont là pour témoigner, et leurs salariés sont aussi là pour justement expliquer quels sont leurs métiers. On essaie aussi d'aller dans les classes en mettant en place ce qu'on a appelé des expéditions apprenantes, où les professionnels peuvent aller en classe, et puis les scolaires peuvent également aller en entreprise. Alors là, en période de Covid, c'est un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est quand même effectivement de pouvoir les faire venir, de leur faire préparer un peu pédagogiquement en amont ces visites, parce que si on vient trop rapidement, c'est pas forcément satisfaisant. Et leur faire comprendre que ce n'est pas juste une sortie, mais qu'effectivement, il y a un intérêt derrière. Et en fait, on leur fait aussi produire un rapport d'étonnement à la fin des visites. Donc voilà, alors on va effectivement travailler sur cette partie attirée, voilà, sur ces éléments-là. On va essayer de produire aussi des outils d'orientation en utilisant le gaming, et puis on produit effectivement voilà, des vidéos immersives. En fait, l'idée, c'est de pouvoir montrer le plus concrètement possible aussi à quoi correspondent certaines approches, L'idée aussi, c'est de pouvoir développer des petits modules de réalité virtuelle pour que justement, lorsqu'il y a des événements, ça peut être comment souder, voilà, pourquoi pas faire une approche de découpe de viande, par exemple, mais avec des gestes simples, mais pour être aussi sur le faire, parce que ça nous paraît important pour expliquer ces métiers-là, de montrer que voilà, c'est aussi en faisant, en testant, qu'on va pouvoir en fait montrer quels peuvent être en fait l'intérêt des différents métiers.
Donc ça, c'est pour cette partie en fait attraction, orientation professionnelle. Et puis sur la partie formation, on a un certain nombre d'actions qui sont le déploiement des soft skills, donc les compétences douces, puisque effectivement dans les organismes de formation du territoire, voilà, l'approche technique est effectivement importante, mais il nous paraît aussi important de mettre voilà, un focus sur les compétences voilà, qui sont les compétences voilà, liées à la curiosité, au travail en équipe, enfin voilà, tous ces éléments qui nous paraissent aussi des compétences à développer. On développe là, aussi vous ciblez quel public avec ces formations? En fait, là, on est généralement en fait, sur le public de nos organismes de formation. Donc, ça peut aller du CAP à la licence, enfin, au bachelor, 3e année. Donc, voilà. Okay. L'idée aussi, c'est de produire, de faire du learning by doing, c'est-à-dire et que pour notamment toutes les formations qui sont plutôt en formation initiale, les entreprises puissent leur proposer des projets, que ce soit des projets concrets et effectivement des projets d'entreprise et pas juste des projets voilà, qui viennent du monde pédagogique et de lier les deux approches. Donc ça fait partie aussi des actions du campus. On a également l'instauration de 2 événements thématiques par an, où là, on rejoint un peu la question que vous abordiez tout à l'heure de l'ouverture, de l'innovation, enfin voilà, de comment est-ce qu'on fait aussi pour continuer à apprendre au fil du temps. Donc, cette année, on a prévu en octobre, alors on parlait de la maintenance tout à l'heure, donc je ne vais pas reprendre les thématiques, mais on a effectivement une thématique sur la maintenance. Donc, un événement qu'on essaie de dupliquer aussi sur l'ensemble des 4 territoires dont je vous parlais tout à l'heure. Même s'il y a un temps fort sur un des territoires, l'idée, c'est d'avoir des ateliers sur les 3 autres territoires. Et l'autre thème qui aura lieu en janvier, en fait, on va travailler là sur la thématique de l'innovation frugale. Donc, comment innover en utilisant moins de ressources. Et on va effectivement du coup ouvrir un peu voilà, les chakras sur ce type de thématique. On mène aussi une étude, on va mener une étude en fait sur justement tout ce qui est méthode, concept et outils pédagogiques innovants pour pouvoir après les travailler avec les organismes de formation et voir ceux qui seraient les plus susceptibles d'intéresser en fait les organismes de formation. Voilà pour tout ce qui est formé. Et puis la question de l'acculturation. Alors, on fait un peu d'acculturation déjà au travers des événements thématiques, mais là, en fait, on se rapproche beaucoup des tiers-lieux et Fab Lab du territoire. Vous avez évoqué le Five, mais il y en a également un sur le territoire de Fougères Agglomération et un au niveau de la Rochauffée. Aujourd'hui, il n'y en a pas sur Couesnon Marche de Bretagne, mais pour autant, on va essayer de développer des ateliers avec eux. Et là, c'est effectivement acculturer nos différents acteurs à l'industrie du futur. Et quand on dit industrie du futur, on la voit sous un angle très large, que ce soit effectivement en fait, tout ce qui est industrie 4.0, robotique, etc., IA, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, mais aussi tout ce qui touche à la RSE, à la transition écologique, donc la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et au management, parce que l'industrie du futur, ce ne sera pas que des robots, il y aura aussi besoin de manager et de prendre en considération d'autres dimensions, notamment la dimension environnementale. Et dans cette partie acculturation, on a également une acculturation qui concerne peut-être plus les organismes de formation, où là, on est plus sur une logique de prospective et de veille par rapport à la fois aux mutations, mais et aux besoins en termes de formation. Les modalités de la première type d'acculturation que vous avez parlé, oui. Quelle forme ça prend, comment vous animez ça? En fait, c'est vraiment, déjà, on co-construit avec les acteurs des tiers-lieux et Fab Lab. Et puis après, en fait, c'est souvent sous modèle. Enfin, l'idée, c'est d'être sur des after-work, des petits ateliers, voilà, mais en mode after-work, plutôt petit format. D'accord. Voilà, mais là aussi un peu. Très bavarde, hein, il ne faut pas hésiter à me couper la parole.
C'est difficile, hein, il n'y a pas grand-chose à couper, vous savez. Alors, pour poursuivre, peut-être, est-ce que vous pourriez nous parler, je crois que vous êtes investi, avez répondu à un appel d'offres sur un programme d'investissement d'avenir. Oui. Voilà, est-ce que, voilà, on arrive peut-être à la question, là aussi, des moyens d'accompagnement du projet, quoi, je suppose. Oui, alors le programme d'investissement d'avenir, effectivement, il est piloté par le campus des métiers et c'est un programme, en fait, c'est un projet collectif qui réunit 7 porteurs de projets. Donc, le campus, voilà, qui est la structure porteuse, et puis 5 organismes de formation et le FIVE qui est à vos côtés. Donc, vraiment, c'est voilà, un des acteurs incontournables. Mais du coup, Carole pourra vous en parler. Et l'idée, effectivement, on est sur un projet d'un coût total de 2 millions, quasiment 2,8 millions. Qui va bénéficier donc de fonds État et région dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, qui finance 50% en fait des 25 actions qui sont portées par les porteurs de projets, et il y a également un accompagnement des 4 EPCI que je vous citais tout à l'heure, qui viennent en fait abonder à hauteur de 365 000 € les différents projets. Donc là aussi, l'approche, elle est très collective, partenariale, voilà, également sur ce projet PIA. Et l'objectif de ce projet, ce sera ? Alors, il y a pas mal des actions dont je vous ai parlé sont effectivement, pour le campus, par exemple, sont financées au travers de ces éléments-là. Et nos différents acteurs, organismes de formation et le FIVE, ont eux c'est des projets qui sont des projets soit de formation, soit de renouvellement de formation, soit de nouvelles formations, ou également des projets d'équipement innovants en fait pour les différentes formations. Voire même des fois de très gros équipements. Je pense notamment à celui de l'UIMM qui en fait implante une vitrine industrie du futur, donc quasiment une chaîne, voilà, entièrement digitalisée, robotisée, numérisée, sur un site qui est basé à Vitry. Okay. Peut-être juste une petite dernière question, et puis après on aura l'occasion avec les questions soit des auditeurs ou des partenaires de revenir sur votre intervention, mais j'avais envie de poser une question un peu plus personnelle, c'est-à-dire comment on nourrit une posture d'anticipation voilà, pour votre propre métier, vous, d'accompagnement des entreprises. Eh ben, en fait, en faisant de la veille. En étant ouverte voilà, à ce qui se passe. Bien entendu, il y a Internet. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même une proposition et très, très large. Et puis, c'est aussi se nourrir des échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres, parce que chacun est en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en position de veille, et donc c'est des échanges. C'est les échanges avec les acteurs du territoire, et puis après, effectivement, c'est aussi c'est être à l'écoute, ouvert sur tout ce qui peut être présent et qui pourrait avoir un intérêt en fait auprès des entreprises en local et des différents acteurs. Et dans des approches très transdisciplinaires. Ah bah oui. Clairement, parce que alors les entreprises, nous, il y a beaucoup de campus qui sont des campus thématiques. Alors que nous sommes un campus territorial. Et donc, un campus territorial, il est de fait, il va avoir à traiter, les entreprises vous avez l'agroalimentaire, la métallurgie, tous les secteurs, l'optique, tous les secteurs sont représentés. Donc, on est sur une approche, effectivement, qui se doit d'être transversale. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, je pense qu'avec quelques questions, on reviendra certainement sur votre témoignage. Je vais du coup passer la parole à Carole Le Sauliec, l'animatrice du Fab Lab Le Five. Peut-être pour faire le lien avec le témoignage de Michel Prache, vous avez parlé de learning by doing. Est-ce qu'on est au cœur du learning by doing au Fab Lab ?
Bonjour à tous, merci Michel pour la passation. Du coup, en fait, l'objectif d'un Fab Lab, c'est vraiment d'être dans le learning by doing. Voilà, là par exemple, spécifiquement au Five, c'est vrai qu'on a une spécificité, c'est qu'on s'adresse aux professionnels uniquement. Et nos professionnels, du coup, ce qu'ils viennent faire dans le Fab Lab, c'est du prototypage. Dites-nous, du coup, la composition, qu'est-ce que c'est la structure du Fab Lab? Une association? Alors, le Five, en fait, c'est une association loi 1901. Donc, le Five, c'est le Fab Lab Innovation Vitré Entreprise. Et au final, sa véritable spécificité, c'est que ça a été créé par des entreprises pour des entreprises. Donc, pour répondre à un réel besoin, une réelle demande à l'époque des industriels du territoire. Bien évidemment, le Five a été fortement soutenu par Vitré Communauté, par la CCI Les-Vilaines, ainsi que la région Bretagne. Mais du coup, aujourd'hui, le Five est encore géré par les entreprises fondatrices. C'est-à-dire que je suis la seule salariée et que du coup, le Five est piloté par un bureau et un conseil d'administration. Et ce sont des salariés des entreprises adhérentes qui le font de façon bénévole. Donc, on reste aujourd'hui toujours, on continue d'essayer de coller vraiment aux véritables besoins des entreprises et d'évoluer selon leurs demandes, selon leurs objectifs, etc. Donc, à côté de ça, le Five, du coup, est composé de environ 3 domaines. On a le Fab Lab, où là, du coup, on a des imprimantes 3D, des scanners 3D, différents équipements qu'on peut retrouver, par exemple, dans le Fab Lab de Fougères ou dans le Fab Lab de Janzé. À côté de ça, on a un espace de coworking, où là, on accueille des télétravailleurs, des indépendants, ou alors des personnes qui viennent utiliser le Fab Lab et qui, à un moment, ont besoin de se poser et de travailler un petit peu dans un lieu efficient. Et à côté de ça, on a toute une partie événementielle où on continue de développer notre cœur de sujet, qui est l'innovation. Donc, on organise entre 3 ou 4 événements par mois. Ça peut être des after-work, des ateliers, des conférences autour de l'innovation, qu'elle soit technique, technologique ou managériale. Et ces événements-là sont pour la plupart ouverts à tous. D'accord. Vous dites finalement que ce sont les entreprises qui sont les pilotes de cette association. Du coup, peut-être quels liens et quels intérêts, comment vous analysez les intérêts des différentes parties prenantes quand vous dites par exemple que des indépendants viennent travailler dans l'espace de coworking. Voilà, on peut s'interroger forcément sur comment les différentes parties prenantes s'enrichissent mutuellement dans cette organisation. Alors en fait, l'origine du FAC, c'était vraiment la mutualisation de besoins technologiques entre industriels, parce qu'au final, chacun n'avait pas besoin d'aller acheter tant d'imprimante 3D, une découpeuse graveuse laser au vu des besoins, etc. Donc ça, c'était l'un des objectifs, on va dire, officiels. Le véritable besoin officieux, c'était de pousser les salariés à sortir de l'entreprise, à pousser les murs pour aller dans un lieu qui soit neutre et que sous couvert de besoins technologiques, ils se rencontrent les uns avec les autres, discutent, se rendent compte qu'ils ont les mêmes problématiques, les mêmes besoins. Donc voilà, on s'est vraiment un peu caché derrière le besoin technologique pour les pousser à découvrir autre chose. Ça a été long. Là, aujourd'hui, ça va faire 3 ans et demi qu'on existe. Je pense que ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'on voit les choses vraiment bouger et qu'on arrive à voir qu'au final, même des liens avec nos indépendants et nos télétravailleurs, etc., se créent. Donc, comment? C'est parce que le Five, en fait, c'est un endroit où, qui est fait pour échanger des compétences, pour être dans l'intelligence collective. C'est pas du tout un réseau business. Donc, en fait, ce que je dis toujours, c'est que j'ai de la chance de travailler au Five parce que tous les gens qui viennent et qui poussent la porte ont ces notions d'intelligence collective, d'échange, de partage, de bonnes pratiques. Les personnes que ça n'intéresse pas, en fait, elles vont même pas chercher à savoir ce que c'est et puis elles ne vont pas pousser la porte. Donc, toutes les personnes qui viennent sont forcément dans cet état d'esprit-là et c'est ce qui rend les choses intéressantes au final. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce que disait Michel tout à l'heure, ça marche aussi sur les territoires de Fougères, sur les territoires de Vitré, parce qu'à partir du moment où on a des gens qui ont envie, qui sont moteurs, il suffit de les laisser faire et de les mettre en relation, et puis après, au final, ils vont travailler ensemble sans même s'en rendre compte. On suppose du coup qu'il y a à la fois des managers, des chefs d'entreprise qui derrière ont bougé aussi certainement dans leur façon d'appréhender le rapport à la formation aussi, puisque ça veut dire qu'on n'est plus dans un cadre aussi normé, bien sûr, qu'il était jusque-là, quoi, et qu'ils ont une vision effectivement de, 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 de,
de ce learning by doing, c'est-à-dire de cette façon de dire qu'on crée des espaces apprenants. Et par contre, oui, je dis une évolution aussi des mentalités, parce que vous dites qu'il faut 3 ans et demi ou 2 ans et demi pour commencer à voir quelque chose se créer. Donc, c'est un retour sur investissement à l'échelle d'une entreprise qui peut être considéré comme long. Exactement. Et l'un des soucis qu'on a aujourd'hui, notamment au niveau pour recruter de nouveaux adhérents, c'est qu'au final, l'intelligence collective et le partage de compétences, ça ne se mesure pas. Le retour sur investissement, il est très difficilement calculable. Après, justement, les adhérents qui sont là depuis le départ sont des personnes qui y croient et qui se disent, ils ne vont pas savoir si du coup l'ingénieur R&D qui a eu l'idée du siècle pour son entreprise, etc., il ne va pas savoir dire s'il l'a eu parce qu'il a rencontré un tel O5, parce que du coup il a vu comment fonctionnait une imprimante 3D, il s'est dit, ah bah tiens, là je pourrais peut-être faire ça, parce que derrière il a pensé à la découpeuse laser, parce qu'il a assisté à un after-work sur la cobotique ou des choses comme ça. Voilà, il faut simplement se dire qu'en laissant les salariés ouvrir leur chakra, aller découvrir, tester des choses, etc. Derrière, ils vont forcément ramener des choses aussi bien pour eux à titre personnel, qu'ils vont pouvoir appliquer derrière dans leur vie professionnelle aussi. Et quand on pousse la porte du Fab Lab, on la pousse avec un projet ou pas forcément? Pas forcément. Il y en a beaucoup qui viennent pour voir s'il y a de la lumière, qui commencent dans l'espace de coworking et qui, au bout de quelques mois, pendant leur pause, vont voir ce qui se passe dans le Fab Lab, comment ça se passe, etc. Et puis derrière, qui arrivent à avoir des idées. Là, j'ai un exemple concret. J'ai un salarié de chez Thales qui est en train de refaire en impression 3D tout l'embouglade de sa terrasse. Parce que tous les siens sont cassés, sa terrasse, elle a 15 ans, voilà, en impression 3D, il veut tester, il s'est dit que ça marcherait mieux. Et bien, du coup, là, derrière, il a eu d'autres idées, mais d'application sur son poste de travail professionnel, parce qu'il est venu à titre personnel, et derrière, vu qu'il a compris que le fonctionnement, il a compris les bénéfices que ça pouvait lui apporter, etc., et c'est des applications qui peuvent arriver au final sur le terrain professionnel. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça, petites évolutions qu'on voit, juste ouvrir les chakras, quoi. Et donc, on peut venir, un simple citoyen, et passer le moment un salarié, pousser la porte du Fab Lab? Nos adhérents, en fait, ont accès au Five à titre professionnel et à titre personnel. Par contre, en effet, on est un lieu qui est tarifé et on n'est pas à 100% géré par la communauté de communes. On est subventionné donc par la communauté de communes de Vitré, par la CCI et la région Bretagne. Et du coup, tous nos services sont tarifés. Forcément, un particulier peut venir, mais pour imprimer une figurine ou tester quelque chose, etc., le tarif ne sera pas abordable. C'est très abordable pour des coupeurs standards, des Thales, des Allflex, etc., des gros industriels, mais pas pour des particuliers. Et c'est là que vient l'interaction avec les autres Fab Labs des autres territoires, dont William Auman, le manager de Fougères, que je vois parmi les participants, qui du coup accueille aussi bien le grand public que les professionnels, ou alors Antoine, du Fab Lab de la fabrique et à Janzé et à Manlis, et bien du coup on n'hésite pas à se renvoyer au final des personnes selon leurs besoins, parce qu'on n'a pas les mêmes équipements, parce qu'on n'accueille pas les mêmes publics, la même façon de fonctionner. C'est ça que c'est hyper intéressant que de façon interterritoire, on puisse se connaître, bien s'entendre, s'entraider, etc. Et c'est quelque chose qu'on arrive très très bien à faire aujourd'hui. Et du coup, puisque vous évoquiez ça, le modèle économique du Fab Lab, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois des cotisations des entreprises adhérentes, c'est de la facturation de prestations, c'est de la subvention? Ouais, c'est principalement des cotisations qui donnent accès aussi bien à l'espace de coworking qu'au Fab Lab. Les cotisations vont de 200 € pour les indépendants à 5 000 € pour les plus grosses entreprises. Et derrière, en fait, on n'est pas du tout une entreprise de service. Je disais service, qu'on appelle ça des services, mais c'est-à-dire que nous, on ne va pas faire pour les gens. C'est pas du tout le modèle des Fab Labs. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, un salarié d'une entreprise vient, on va le former à l'utilisation des équipements pour que lui, derrière, soit indépendant et potentiellement puisse reformer des gens. Donc, on est vraiment dans la notion de partage de compétences dès le départ. D'accord. Vous avez un rôle d'animation pédagogique? Vous ou quelqu'un de l'équipe Oui, tout à fait. Exactement, oui. Donc, je suis, comme tous mes collègues Fab Managers, on est en charge aussi bien que de la gestion des équipements, que de la maintenance, que de la comptabilité, de la communication, de l'événementiel, de l'administratif. On est des moutons à 5 pattes et c'est vrai que les Fab Labs sont des lieux qui sont encore assez récents, donc il n'y a pas vraiment non plus de formation, on va dire, officielle à ce jour. Par exemple, je sais que
William de Fougères a fait une formation sur tout ce qui est usage du numérique, alors que moi, je suis chargée de communication à la base. On a tous des profils qui sont très, très différents. Et l'objectif, en fait, c'est de monter en compétences tout le temps, de nouveaux équipements, ou alors en apprenant avec des utilisateurs du Fab Lab. Voilà, on est tout le temps sur de la montée en compétences, de la curiosité. Et on a parlé tout à l'heure des organismes de formation. Est-ce que des organismes de formation aussi vous sollicitent pour utiliser vos espaces? Alors, il nous arrivait, hors période Covid, assez régulièrement d'accueillir des classes au final pour faire découvrir ce qu'était un tiers-lieu, ce qu'était un Fab Lab, une imprimante 3D, etc. Donc ça, en ce moment, c'est des choses qu'on ne peut plus forcément faire. Et du coup, grâce au projet Campus, dans lequel nous sommes porteurs de projet, nous avons le projet, du coup, de créer un deuxième Fab Lab au sein de l'UIMM à Vitré, dans la prolongation de leur vitrine de l'industrie du futur. Donc, le projet Campus va nous permettre d'acquérir des équipements tels des cobots ou alors une imprimante 3D SLS, c'est une autre technologie qu'on n'a pas aujourd'hui, une aide connectée, ce style de choses-là. Et du coup, l'objectif, ce sera de mettre en lien nos industriels qu'on a aujourd'hui comme adhérents avec les apprenants qui vont être les futurs salariés de l'industrie. Créer vraiment une sorte de lien entre en théorie et le pratico-pratique avec nos adhérents qui vont continuer de venir au Fab Lab et continuer de faire ce qu'ils font aujourd'hui au final. Donc voilà, on a vraiment pour projet de s'ouvrir aux apprenants grâce au projet Campus et de mettre en lien les industriels d'aujourd'hui avec les futurs salariés. Alors, je vais vous partager une réflexion du territoire d'où je vous parle, le pays de Forcalquier, une réflexion de la collectivité sur la création d'un laboratoire mutualisé en fait dans une zone d'activité. Et en fait, en interviewant certains entrepreneurs, certains disent finalement la durée de vie en fait d'un investissement comme ça elle va être courte parce que finalement une fois que les salariés ou les entrepreneurs auront testé ou auront passé même un cap de volume de production nécessaire, en fait ils vont investir directement chez eux et puis il n'y aura plus de besoins particuliers liés à un outil mutualisé. Est-ce que vous, vous le craignez ça ou finalement vous êtes en train de créer, ce que je pense, une valeur supplémentaire au-delà de la seule question de mutualisation de l'investissement? Je pense vraiment que du coup, ces lieux-là vont continuer à partir du moment où il y a la volonté des entreprises de continuer à pousser les salariés parce qu'on offre autre chose derrière que des équipements en fait. Voilà, c'est vraiment une offre complète. Et aujourd'hui, de ce que je vois, c'est que j'ai certains gros industriels qui se sont équipés et qui se servent du coup de nous comme backup. Et j'en ai d'autres qui refusent de s'équiper parce que, au final, le FAIV répond amplement à leurs besoins, etc. Après, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est un gros travail de veille technologique sur l'industrie 4.0 pour eux. Contact de prestataires, d'organisation d'événements, etc. Et là, justement, avec les nouveaux équipements qu'on va acquérir, on va leur permettre de faire tester à leurs apprenants, parce que nos industriels ont aussi des apprenants, nos équipements en leur permettant de les emmener sur site, etc., de nous les louer, de nous les emprunter. Et l'avantage de cotiser à un lieu comme ça, en fait, c'est que du coup, nous, on va avoir le budget pour investir dans ces équipements-là, les tester pour eux, et au final, leur faire un retour d'expérience et leur apprendre surtout à les utiliser. Parce que quand on regarde une entreprise comme Thales qui a 500 salariés sur site, et bien mine de rien, si nous, on se charge de faire des sessions d'initiation, etc., à leur place, le retour sur investissement, il est là, quoi. Ok, et faites-nous rêver, c'est quoi les investissements du futur? Alors là, on a choisi de partir en fait sur tout ce qui était santé au travail. Donc la cobotique, c'est-à-dire non pas la robotique, la cobotique en fait c'est des robots collaboratifs, non pas qui travaillent à la place de l'humain mais qui travaillent avec l'humain. Donc qu'on peut programmer de façon assez simpliste. Je vous dirai ça dans quelques mois quand je serai formée. Mais apparemment c'est pas trop, pas hyper complexe non plus. Donc voilà, on souhaitera en acquérir 2. Sur tout ce qui est lunettes connectées parce qu'on a énormément d'industriels qui sont multi-sites. Par exemple, Allflex, tous les responsables maintenance sont à Vitré, mais ils ont des usines en Inde et en Chine. Donc surtout, durant cette période, ça reste quand même assez compliqué d'envoyer un responsable maintenance réparer une machine qui coûte quand même très très cher lorsqu'elle est à l'arrêt pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc l'avantage de ces lunettes connectées-là, en fait, ça va permettre aux responsables maintenance de guider et de former en même temps
l'ouvrier qui, lui, sera en Inde ou en Chine. On a aussi décidé de partir sur des exosquelettes pour montrer justement que l'industrie, ce n'est pas forcément là pour casser les gens, qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent justement pour soulager les maux, que ce soit pour le haut du corps, pour le bas du corps ou alors pour les lombaires. On a choisi d'investir dans ces trois-là. Et on s'est laissé quelques petites billes pour investir dans tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée autour de la maintenance. Mais du coup, ça évolue tellement vite et c'est dans 2 ans que du coup, on n'a pas encore fait notre fois. Voilà. Là, on ne se fait plus de soucis sur votre capacité d'être attractif. On en reparlera. J'attends avec hâte mon deuxième Fab Lab et mes nouveaux jouets. En tout cas, non, c'est passionnant. Voilà, vous êtes effectivement sur des sujets d'innovation et puis on voit bien parce que peut-être l'image du Fab Lab aujourd'hui, il y a un petit peu de recul et puis on se limitait à penser à l'imprimante 3D et donc je trouve que c'est intéressant voilà, de voir que vous projetez et que finalement la plus-value de ce qui a été créé, elle est dans la dynamique plus que dans l'outil lui-même. Bien sûr, il est nécessaire, mais comment dirais-je, le Fab Lab va survivre en tout cas aux évolutions technologiques. Normalement, allez, ouais. J'ai la chance d'avoir des adhérents qui ne sont pas du tout avares en information et qui n'hésitent pas à me communiquer leurs besoins, leurs demandes, etc. Donc, on peut vraiment répondre à leurs besoins les plus concrets et à l'instant T, en fait. Donc, la force, elle est là. Au final, c'est vraiment de co-créer avec des adhérents qui ont envie de partager et de coopérer. Vous nous avez évoqué quelques grosses entreprises. Est-ce que finalement, c'est aussi ces grosses entreprises qui sont une condition nécessaire à un moment donné à un tel fonctionnement? Surtout au financement. Au financement Le financement, ouais. On a 4 grosses entreprises qui nous rapportent au final une grosse partie, qui nous permettent vraiment d'être à peu près indépendants financièrement parlant. Mais pour autant, nos auto-entrepreneurs, etc., font partie des actifs. Ok. Eh bien, écoutez, merci. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir partagé ce que vous souhaitiez. Et puis, moi, oui, ça va. Alors je propose aux auditeurs et puis peut-être aux partenaires d'abord, ceux qui auraient des questions pour nos intervenants. J'aurais un commentaire, Xavier, s'il te plaît, c'est Oui. Pierre. Le réseau on a parlé de super technologie. On n'oublie pas aussi que c'est les intelligences collectives, c'est les soft skills, ce que Madame Prache nous a évoqué, qui les a fait se mettre en réseau, qui leur fait échanger sur les technologies. On a vu, il s'adresse à différents publics aussi. Fab Lab de Fougères, il est de l'apprenance, on va dire, grand public, puisque n'importe qui peut venir. Il est à la médiathèque, et il a une grande vitrine. Donc, les enfants qui passent regardent les imprimantes 3D tourner. Peut-être qu'un jour, en tant que salarié, ils iront voir Carole. C'est aussi ça, le travail collectif. Au-delà des machines, savoir se mettre en réseau, ça fait partie des qualités de ces personnes-là. Et je pense que ce n'est pas vrai que pour l'industrie. Il faut qu'on l'applique un petit peu partout. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois il y a François tout à l'heure qui nous interrogeait au moment de l'intervention de Michel Prache sur pourquoi la terminologie campus. Alors là, comme je n'étais pas présente au moment du positionnement du campus sur les fonds baptismaux, peut-être que Jean-Baptiste aurait la réponse. Et sinon, peut-être, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui aussi en termes d'image ? En fait, de toute façon, c'est vrai que cette dénomination campus, c'est aussi effectivement cette dénomination études, étudiants, justement apprentissage. Et c'est quand même cette proximité effectivement avec la formation qui est hyper importante. Et alors la formation, effectivement, comme le disait Michel Baluet tout au long de la vie, et c'est quand même cette image-là, effectivement, qui est un point fort, et on a le côté effectivement métier parce qu'il y a aussi ce côté très le côté pratique, et je pense que ça c'était un point important aussi, le côté effectivement on a parlé on parle digital, on parle robotique, cobotique, mais il y a aussi le côté manuel qui reste un point important.
et qu'il faut aussi voilà, pouvoir mettre en avant. Mais effectivement, parce que enfin, voilà, campus, c'est aussi cette notion de formation qui est quand même voilà, à la base et aussi constitutive du projet. Maintenant, s'il y a eu une autre approche, je pense que Jean-Baptiste est le seul à pouvoir répondre, ou peut-être Monsieur Baluet. C'est vrai, Michel, hein, la terminologie campus, c'est pour parler de formation et sous un angle assez positif par rapport à une image de la formation, voilà, qui nécessitait une valorisation. Après, il y a peut-être un défaut aussi à cette terminologie, c'est que quand on parle de campus, on peut parler des fois d'un ensemble de bâtiments dans une université ou autre, et là, c'est pas ça du tout. Le campus de Fougères-Vitré est un réseau, c'est pas un grand bâtiment, le campus ne fait pas de la formation en direct, mais c'est un réseau qui propose un ensemble de formations dispensées par des organismes de formation en bonne et due forme, je dirais. Oui, on fédère des énergies, en fait. Alors moi, j'avais peut-être une question aussi, vous êtes plusieurs à pouvoir répondre, mais sur les évolutions pédagogiques, c'est-à-dire que finalement, on est voilà, sur des modes d'apprentissage qui sont changeants, voilà, et donc vous avez dit que vous étiez en veille, je crois d'ailleurs, sur l'innovation pédagogique. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire sur aussi voilà, sur l'accompagnement que ça suppose aussi, peut-être soit de formateurs, soit d'ailleurs ce n'est plus que le formateur peut-être qui est l'acteur aujourd'hui de l'accompagnement du développement des compétences. Par contre, je vois que M. Baluet a levé la main. Ah, oui, pardon. Excusez-moi, je ne vous avais pas l'écran. Donc... Je n'avais pas la réponse sur la pédagogie à la dernière question. C'était juste pour repréciser deux ou trois petites choses qui ont été soulevées au fil des interventions. D'abord, pourquoi Fougères-Vitré? D'abord, il y a une proximité géographique, mais surtout, il y a une proximité qui est établie lorsqu'il y a eu les réformes des CCI. Il y a eu une délégation nouvelle qui s'est créée, une délégation Fougères-Vitré. Et donc, le facilitateur, évidemment, même s'il y avait une volonté, parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait une volonté, mais le facilitateur, effectivement, a été la délégation de la CCI Fougères-Vitré. Et donc, il y a eu des personnes, et c'est un chef d'entreprise, d'ailleurs, qui a pris la tête de l'association Le Campus. Donc, voilà, c'est bien de le rappeler parce que ça partait d'une même analyse, d'une même volonté, avec une facilité liée à la délégation de Fougères-Vitré. Je l'ai précisé, donc c'est un chef d'entreprise qui en est à la tête. On a parlé du Fab Lab de Fougères et on se félicite, Pierre l'a souligné, son mode très ouvert, très grand public, avec quelqu'un qui est plutôt pédagogue, très ouvert. Donc l'idée, c'est d'aller porter à connaissance et au plus grand nombre, et c'était le premier choix que nous avons fait pour le pays de Fougères. En sachant qu'il était, d'un point de vue structurel, au pays de Fougères, donc il intervient également sur Coinnon, Marche de Bretagne, et non pas seulement sur Fougères agglomération. Et il est allé dernièrement travailler et aider Saint-Brice-en-Coble, qui veut créer également son Fab Lab. Donc ça me paraît important de bien préciser ces coopérations. La notion de campus, je ne me rappelle pas trop, je voudrais quand même qu'on soit peut-être plus précis, mais ce n'était pas un label, je le dirais comme ça, un peu employé par les CCI d'une part, et puis peut-être par le pays de Redon. Et je pense qu'il y a eu une petite copie là, mais j'en suis pas certain. Voilà. Une inspiration. Peut-être. Effectivement, l'État reconnaît au niveau national ce qu'on appelle des campus d'excellence. On a plutôt des approches, comme l'évoquait Michel, où on va chercher l'expertise sur une spécialisation très précise. Ça peut être les télécommunications, ça peut être… c'est des choses qui sont très, très spécialisées.
Et la région Bretagne, quant à elle, a d'autres approches de campus, dans des approches plus territoriales. Et cette terminologie campus, effectivement, elle est assez commune à l'échelle de la Bretagne. Il s'agissait pour nous d'avoir cette appellation-là à l'échelle de Fougères-Vitré. Alors peut-être la question sur la pédagogie. Oui. Alors, pas de problème. Alors, je rebondis aussi effectivement juste sur un point qu'évoquait Michel Bellouet. Donc, effectivement, depuis les fonds baptismaux et avant les fonds baptismaux, effectivement, il évoquait un chef d'entreprise qui est le président du campus, c'est Benoît Fretin. Et je pense qu'effectivement, il a aussi été fortement impliqué et décisif dans la mise en œuvre du projet et dans l'aboutissement aujourd'hui de sa... par exemple du PIA que j'évoquais tout à l'heure. Sur la pédagogie, alors on est en réflexion et justement l'idée c'est de lancer. Alors aujourd'hui, quand on parle de pédagogie innovante, on est souvent sur là encore des approches digitalisées parce que ça a aussi été particulièrement mis en avant du fait de la situation sanitaire. Au-delà de ça, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner à la fois les organismes de formation et les étudiants, enfin les apprenants, parce que tous ne sont pas forcément étudiants, mais en fait, à partir du moment où ils sont, pourquoi pas en recherche, en fait, sur l'intégralité du process, de la recherche jusqu'à la sortie, en fait, de la formation, et d'imaginer et de voir comment, quels sont justement les outils ou les méthodes qui pourraient être proposées, ou voilà, et de ne pas être que sur la, enfin voilà, après d'essayer d'imaginer les choses de façon un peu plus large et de se dire qu'il y a peut-être des choses à mettre en œuvre ou des approches qui ne sont pas que voilà, sur la partie, on va dire, formation stricte, mais on peut peut-être essayer d'ouvrir un peu les choses pour que, en regardant ce qui se passe après, en regardant ce qui se passe avant, il y a peut-être des choses aussi nouvelles à mettre en œuvre et qu'on pourrait aussi déployer. Penser le dispositif, l'individualisation aussi du dispositif. Oui, effectivement, il y a ces éléments-là. Il y a le fait de se dire, voilà, comment est-ce qu'on prépare aussi la sortie vers une fois qu'on a été formé vers l'emploi, justement. Et est-ce que là aussi, il n'y a pas des approches, des outils, enfin, des éléments qui peuvent faciliter ces approches-là. En fait, essayer vraiment d'avoir une vision, voilà, enfin, la plus globale possible, en fait, qui suit l'apprenant des prémices jusqu'à sa sortie et son accompagnement vers l'emploi. D'accord, merci en tout cas pour vos témoignages respectifs. Je m'interroge, est-ce que René Caspar est en ligne ? J'aurais une petite question à poser aussi. Oui, merci François. En attendant, comme ça, oui. On essaiera de voir si on est connecté. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse me préciser concrètement les éléments en fait déclencheurs, parce que chaque tiers-lieu qui sont présentés, c'est super intéressant et que on voit bien en fait que ça apporte une plus-value pour le territoire. Mais j'aimerais bien savoir en fait comment on le déclenche, qui a l'initiative, comment on fait, parce que souvent il y a des personnes qui sont intéressées et qui seraient prêts, mais je crois que s'il n'y a pas un déclencheur, soit des personnes ou soit des situations qui permet de créer ces espaces-là, eh bien on risque de dire ben, ce serait bien qu'il y en ait un, mais voilà. Donc, quels sont vraiment les éléments déclencheurs? Et après, dans ce prolongement-là, eh bien, qu'est-ce qui va permettre de le faire perdurer? Parce que aussi, il peut y avoir de l'essoufflement très rapidement et que ça risque de durer 1 an, 2 ans, et voilà. Et ceux qui l'ont déclenché, peut-être quand ils sont plus dans cette dynamique-là, bah, il y a souvent des personnes qui reprennent par le relais, quoi. Donc, les déclencheurs, qu'est-ce qui déclenche? Comment vous avez fait pour démarrer?
Ils se sont jamais arrêtés. Moi, je peux évoquer le Fab Lab de Fougères parce que au pays, on l'a initié. C'est deux éléments. C'est d'abord un contrat de partenariat avec la région qui nous disait écrivez un contrat pour le territoire dans les axes qu'on vous propose, dans lesquels il y avait le numérique, et on vous accompagnera sur ce projet financièrement. En tant que technicien, on sentait que le numérique, c'était en 2013, un contrat qui a commencé en 2014. En 2013, on sentait qu'il y avait énormément d'évolution, mais pas de concrétisation sur notre territoire, mais des Fab Labs existaient déjà. Sur Rennes, notamment, il y en avait. Et nous, on s'est dit, on a proposé aux élus explorer cette thématique-là. Ça a pris un peu de temps, 1 an, 2 ans. Et puis après, on a eu la rencontre aussi avec William. Et lui portait, William Moment, qu'on a aperçu tout à l'heure, qui est le Fab Manager à Fougères, qui portait aussi, d'abord, qui avait son intérêt. Il est comédien aussi dans la vie. Ça fait partie du rôle d'animation. Il avait aussi cet intérêt personnel et cette rencontre a été un accélérateur pour créer notre site. Après, sur la pérennité, nous, à l'échelle du pays de Fougères, il nous a semblé important que les institutions, les collectivités soient les porteuses de ce projet-là pour justement le pérenniser. Je ne sais pas comment le perçoit Carole Avitré, mais nous, ça a été notre stratégie. Donc, c'est la région qui nous a incités, c'est la réponse du territoire avant tout, et puis c'est derrière aussi une rencontre qui a catalysé tout ça. Je pense peut-être par rapport à la question de François aussi, ça renvoie un peu au début du premier témoignage de Monsieur Baluet. C'est aussi une question culturelle d'approche du développement et non pas qu'il faille baisser les bras en se disant on n'a pas la culture qu'il faut, mais par contre c'est un peu en lien avec ce que disait Pierre, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans la durée, on va mettre en place en fait des actions, même aujourd'hui quand vous parlez de l'avenir, quand vous êtes dans la posture d'anticipation, vous êtes dans un principe d'acculturation sur les nouvelles technologies, voilà. Et donc ça ne veut pas dire qu'à ce stade-là, voilà, tout le monde est prêt à s'engager, mais par contre, chemin faisant, en ciblant, vous l'avez dit, j'essaie de synthétiser quelques éléments aussi. Vous ciblez à la fois des publics scolaires jeunes, vous ciblez des publics qui arrivent sur votre territoire, des nouveaux arrivants, vous essayez d'accompagner aussi des transitions professionnelles, de ce que je comprends, voilà, et peut-être des chefs d'entreprise aussi, des managers dans voilà, cette question d'acculturation et de préparation, d'anticipation de l'avenir. Et je crois que c'est le moment venu, en fait, c'est une posture, et c'est une posture dans laquelle, moi je disais parfois, c'est une question aussi de créer, d'être prêt, d'accord, quand la fenêtre de tir se présentera, voilà, de pouvoir rentrer dans l'action plus concrète, mais parce qu'il y aura eu tout un travail de sensibilisation en amont, préalable, et qui parfois est plus ou moins long. Est-ce que, je pose la question juste de savoir, est-ce que René m'entend? Monsieur Baluet, peut-être. Oui, René? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Voilà, on ne sait pas dans quelles conditions vous avez réussi à suivre le webinaire, mais j'ai bien suivi. Très bien. Je n'étais pas sur mon ordinateur. Bonjour à tous. Voilà, bonsoir. Et donc, peut-être comme pour les précédents webinaires, on vous laisse la parole un peu pour nous dire un peu ce que vous retenez, vous, de ces témoignages. Est-ce que vous m'entendez suffisamment là? Oui. Bon, parfait. Bon, alors moi, ce que je retiens, déjà, je trouve cette séance particulièrement intéressante. Je tiens à le souligner. Le premier point que je retiens,
c'est qu'on travaille sur des entreprises existantes pour l'essentiel. Et donc, on est sur ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire une innovation qui n'est pas de rupture, mais qui implique compréhension, connaissance du milieu, suivi fin et personnalisé, accompagnement des évolutions. Bon. C'est donc quelque chose, c'est un travail beaucoup plus subtil en fait que l'innovation de rupture qui est beaucoup plus technologique. Et c'est également un type d'action beaucoup plus difficile à faire comprendre aux élus et aux financeurs, parce que c'est une action qui demande de la durée. D'ailleurs, ça a été souligné, puisqu'on a souligné des problèmes de financement dans la durée, parce que le retour sur investissement ne peut pas être… Alors, je fais le pont directement entre le début et la fin de la réunion. Je pense que le fait pour des financeurs d'accepter ce temps de retour de l'investissement plus long, voire aléatoire, c'est un point de non-retour dans la compréhension du processus. On peut dire que le jour où les financeurs ont compris ça, ils ont compris que c'était aussi utile et aussi important plus de financer ces choses-là que des bordures de trottoir. C'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est l'acculturation. C'est très, très intéressant parce que c'est rare qu'on se préoccupe de ça. On est toujours dans des territoires comme si les phénomènes étaient plats et que la population n'avait pas de ressenti, qu'on pouvait lui inculquer ce qu'on voulait, qu'on pouvait en quelque sorte la violer. Ben, on ne peut pas violer une population. Elle entre dans le développement par où elle veut rentrer et donc il y a nécessité pour ceux qui mènent la barque de faire comprendre le cap et pourquoi ils vont là plutôt qu'ailleurs et de faire participer, si je puis dire, les rameurs. Hein. Donc il ne s'agit pas seulement d'attirer et de former, mais d'acculturer, donc de réussir en fait l'intégration. Alors là, c'est aussi intéressant l'idée parce que dans le terme d'acculturation tel que vous l'employez, moi je l'ai ressenti comme étant, il ne s'agit pas uniquement d'intégrer sur l'outil de travail, mais également dans un territoire. Et pour ça, de donner un certain nombre de compétences sociétales, d'écoute, de travail en commun, d'intelligence collective, etc. Troisième point, c'est ce qui me semble intéressant en termes de pédagogie, c'est de se servir de la mode et du besoin des technologies modernes, enfin qui n'ont plus, je suis un vieux, je dis les technologies modernes, elles n'ont plus rien de moderne, des technologies actuelles et du futur, en partie comme alibi pour que les gens se réunissent et qu'au-delà des actions techniques, ils parlent d'autres choses, ils nouent des liens entre eux, ils découvrent la communauté de leurs problèmes, etc. Ça me semble quelque chose également de très important et très intéressant. Voilà ce que je voulais dire, d'autant que l'heure passe. Je pense, pour moi, de cette discussion très intéressante, c'est les points essentiels et qui demandent à être sédimentés dans notre pratique territoriale. Merci. Je ne t'entends pas, Xavier. Ouais. Ouais, il cherche. Non. Le micro, Xavier? On t'entend toujours pas. J'entends. Voilà, c'était juste pour terminer, pour une note d'humour, et justement, et dire à René qu'on l'avait entendu 5 sur 5. J'apprécie ta prononciation anglaise, elle vaut la mienne. Bon, l'essentiel, c'est d'être compris.
Merci à tous pour voilà, ce troisième webinaire. Peut-être Yang, je te laisse cette fois introduire le prochain. Merci. Mais juste avant de faire cet exercice, Xavier, je crois qu'il y a une dernière intervention de Michel Baluet. D'accord, pardon. Ah, le micro, Michel, aussi, à réouvrir. Ouais. Non, je ne veux pas faire la conclusion de la conclusion, c'est pas ça l'objet. Je voulais passer avant la conclusion. Et donc, parce que la conclusion, elle est très bien construite et je remercie M. Gaspard de l'avoir produite de ce genre-là. Et en fait, et je voulais juste dire, parce qu'en fait, j'avais prévu 3-4 mots là sur mon petit bout de papier en attendant, et effectivement, par rapport au Fab Lab, il y avait un problème d'acculturation sur le plus grand nombre, réunir les gens, et si on l'a mis dans la bibliothèque, ce n'était pas un hasard, hein, et on avait acté, poussé ça vers ça, et à la fois, il y avait donc cette notion d'acculturation, de formation, mais il y avait également un enjeu d'attractivité territoriale et on est en train de travailler, de réfléchir à du marketing territorial avec tout ce que ça peut conférer si on sait porter les vraies valeurs de notre territoire. C'est ce que nous sommes en train de faire, essayer de faire en tous les cas. Mais il y avait aussi un enjeu d'attractivité et de modernisation de l'image parce que les Fougerets eux-mêmes étaient restés, et quand une fougère, pour certains, ne va pas, pour la plupart, ça va bien parce que c'est un beau pays et on vous invite à venir le visiter, mais c'est cette image ancestrale de la chaussure qui a rendu notre paysage économique moribond. Et on voulait, au travers du Fab Lab, montrer qu'il y avait des entreprises de pointe et qui pouvaient converger pour se réunir, se trouver, s'acculturer, se former autour de ça et surtout modifier notre image. Donc c'était seulement une forme de conclusion, mais c'était aussi pour ça qu'on a accepté de le faire dans la durée. Merci beaucoup. Donc je profite d'avoir la parole une dernière minute pour remercier évidemment Xavier pour ton animation. Merci Xavier pour ton animation. Merci. Et merci aussi à tous les intervenants pour votre déplacement, le temps de préparation. Tous ceux qui s'intéressent d'avoir suivi ce webinaire, le prochain aura lieu du coup autour de l'Université des senteurs et des saveurs chez toi, Xavier, à Fort-Calier. Alors la problématique, c'est pas celle de Xavier en particulier, on apprécie beaucoup et on va le rencontrer à cette occasion. C'est sur les questions de filière, encore une fois, mais cette fois-ci, comment, à travers un écosystème des saveurs et des senteurs, on reconstruit les compétences et le point de rencontre entre l'écosystème et le territoire, le point d'innovation. Et le territoire apprenant s'intéresse justement à ce point zéro de la construction de l'innovation. Voilà, donc le 22 juin, on sera en place. Merci à tous. Bonne matinée. Merci beaucoup.